Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo d'un thème tactique aux échecs qui s'appelle le thème de la déviation. Alors le thème de la déviation, comme son nom l'indique, ça consiste à essayer de décaler, de dévier une pièce de l'adversaire pour faire en sorte qu'on puisse obtenir un résultat, soit un échec et mat, soit le gain d'une pièce, importante ou pas d'ailleurs, voilà, en décalant une pièce de l'adversaire qui nous ennuie. Souvent aux échecs, il y a un coup qu'on a envie de jouer, un coup qui est tentant, mais qui ne marche pas parce que l'adversaire a placé une pièce en défense qui rend notre coup inefficace. Alors, ce qu'il faut faire, c'est au lieu d'abandonner l'idée, essayer de se demander s'il n'y a pas un moyen de décaler, de déplacer, de dévier cette pièce qui nous empêche de réaliser notre idée. Souvent, c'est possible. Alors, ça implique parfois de sacrifier un peu de matériel, mais par exemple, si notre idée c'est de faire échec et mat, eh bien évidemment, ça vaut le coup de sacrifier du matériel si on obtient un échec et mat à la fin. Voilà. Ou si notre idée est de gagner une grosse pièce de l'adversaire, par exemple la dame, si ça doit impliquer de sacrifier un fou, voire une tour, ça vaut évidemment le coup de tenter sa chance. Alors, je vous ai mis un diagramme ici qui explique ce thème de la déviation. Ici, c'est au blanc de jouer. Et on s'aperçoit déjà, si on fait le bilan de la position, que les blancs ont 2 pions de retard. Voilà, ils ont 2 pions et les noirs en ont 4. Donc, comme on est déjà dans une finale, normalement, c'est plutôt mauvais signe d'avoir 2 pions de retard. Il y a aussi un élément important à prendre en compte dans cette position, c'est que les 2 rois et les 2 dames, donc des blancs et des noirs, sont alignés sur la même diagonale, la diagonale A2-G8, la diagonale blanche. Ce qui veut dire en réalité que les 2 dames sont clouées. Par exemple, les blancs au trait ici ne peuvent pas jouer dame prend C6. Voilà, un coup qui a l'air tentant, une tour en prise, mais en réalité, elle n'est pas en prise, parce que le roi des blancs se retrouverait aligné avec la dame des noirs. Voilà. Alors certes, on peut échanger les dames. On peut jouer dame prend F7, mais c'est pas satisfaisant. Les noirs se contenteraient de récupérer la dame, et comme ils ont toujours leurs 2 pions de plus, eh ben, on se rapproche d'une position où les 2 pions auront beaucoup d'importance. Plus j'échange des pièces, plus les 2 pions vont être forts. Ici, par exemple, si je joue échec au roi, que les noirs interceptent mon échec et que j'échange, ils reprennent, et là, cette position, elle est gagnée très facilement pour les noirs. Là, ils ont 2 pions passés liés, il y en a au moins un des 2 qui va se transformer en dame sans problème. Voilà. Alors, bien entendu, je ne suis pas obligé d'échanger les tours. D'ailleurs, ce serait une grosse erreur d'échanger les tours. Mais malgré tout, cette position, elle est très difficile pour les blancs. Ils ne vont certainement pas gagner. Peut-être ils vont réussir à faire match nul, mais c'est loin d'être sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas échanger les dames ici. On s'aperçoit aussi, bien entendu, que cet échec au roi qui aurait l'air tentant, on dit toujours qu'il faut regarder dans une position en premier lieu les échecs et les prises. Les échecs, parfois, ça peut être échec et mat, et les prises, ben, ça peut être gratuit. Mais bon, cet échec au roi, dame D8 échec, est illégal. Toujours pareil, à cause du clouage du roi blanc sur la dame. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose de mieux dans cette position, sinon les blancs courent le risque d'être en grand danger en réalité. Eh bien, on s'aperçoit assez vite qu'il y a une pièce qui nous embête beaucoup dans cette position, c'est le roi. C'est le roi tout simplement parce qu'il défend sa dame. Voilà. Si je pouvais trouver un moyen, une technique pour dévier ce roi noir, de sorte qu'il ne défende plus sa dame, eh bien simplement, je pourrais prendre la dame. Voilà. Et je crois que le simple fait de formuler la question comme ça clairement dans votre tête, ça vous permet en réalité de trouver la solution. Parce qu'il y a un moyen qui apparaît assez clairement quand on regarde la position pour dévier le roi, c'est simplement de lui offrir la tour. Regardez, tour H8 échec. Alors, avantage de ce coup quand on calcule, quand on fait échec au roi, c'est un coup forçant. C'est-à-dire que l'adversaire est obligé de défendre son roi. Voilà, il n'a pas le choix. Ici, il n'a même qu'un seul coup légal pour défendre son roi, c'est justement de prendre la tour. Alors, il va le faire, mais on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une mauvaise nouvelle pour les noirs, parce que le roi était attaché là à la défense de sa dame, et le fait de partir sur le côté en H8 pour prendre la tour, certes, il gagne une tour, mais la dame des noirs se retrouve sans défense, et du coup, évidemment, les blancs prennent la dame, et là, le tableau a complètement changé, puisque les blancs se retrouvent avec un bon avantage matériel, une dame contre tour de pion. Alors, il y a certains cas aux échecs où tour de pion peuvent essayer de rivaliser contre la dame, mais ici, c'est pas du tout le cas. Les pions sont pas avancés, donc ils sont pas menaçants.
En plus, ils sont disjoints, les pièces ne sont pas liées, donc il y a des menaces de fourchette, par exemple, ici en E8 qui attaquerait à la fois le roi et la tour. Il y a le pion A7 qui est en prise. Voilà, la position des noirs va s'écrouler assez rapidement. La dame est très très forte ici et elle va sûrement récolter beaucoup de choses. Donc ici, les blancs, tout simplement, grâce à la déviation tour H8, obtiennent une position gagnante. Voilà, je vais vous montrer maintenant un nouvel exemple de ce thème de la déviation. Voilà, vous avez cette nouvelle position que je vous propose. Alors, c'est au blanc de jouer et l'énoncé du problème serait le suivant. Les blancs jouent et font échec et mat en 2 coups. En 2 coups grâce au thème de la déviation. Donc, je vous rappelle que quand on cherche un échec et mat en 2 coups, il faut essayer sans toucher les pièces si possible. Je dis ça notamment pour ceux qui posent la position sur un échiquier chez eux. C'est mieux de ne pas toucher les pièces, essayer de tout voir dans sa tête. Et il faut essayer de tout voir, c'est-à-dire le premier coup des blancs, la réponse ou les réponses possibles s'il y a une alternative ou plusieurs alternatives pour les noirs, et enfin le deuxième coup des blancs qui doit être échec et mat. Alors, avant de chercher un coup, on va essayer comme d'habitude de faire un petit bilan de la position, à la fois matériel et positionnel, pour essayer de comprendre ce qui se passe et pas proposer des coups au hasard. On s'aperçoit tout de suite que c'est égalité matérielle. Hein. Un pion chacun, 2 tours et un fou contre un cavalier, donc c'est égalité. On se dit que les blancs, malgré tout, ont une petite initiative. En tout cas, ils ont des pièces positionnées de manière un petit peu dangereuse. Notamment, on voit cette double batterie de tours là qui vise la colonne G. Alors, a priori, ils ne menacent pas grand-chose parce que la case G8, elle est très bien contrôlée par les noirs, 1 fois par le roi, 2 fois par la tour H8 et même 3 fois par la tour A8 qui participe aussi à la défense. Donc, pour l'instant, tour G8 ne semble pas faire mat directement, mais malgré tout, le roi est à l'étroit. On voit aussi que le cavalier, il est assez mobile. Alors, il est certes cloué, la tour est derrière, mais malgré tout, bon, on peut le bouger et il a des cases intéressantes. Par exemple, cavalier F7, c'est presque mat. C'est échec au roi et le roi ne peut pas bouger. Malheureusement, ce n'est pas mat car le cavalier est en prise à cause de la tour. Et une nouvelle fois, si je continue la variante en disant tour G8, tour prend G8, tour prend G8, roi prend G8, après cette série d'échanges, c'est les noirs qui en sortent vainqueurs. Donc je ne peux pas jouer ça pour le moment. Voilà. Je mentionne aussi cavalier G6, qui pourrait avoir l'air tentant en se disant que sur pion prend G6, j'ouvre la colonne H et je réalise un coup de l'escalier. Mais ça ne marche pas parce que le pion H, certes, n'est plus sur la colonne H, mais il s'est décalé sur la colonne G. Donc la tour G1 est bouchée et le roi peut tranquillement se cacher derrière son pion et les blancs ont perdu un cavalier pour. Donc ça, ce n'est pas satisfaisant. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de regarder un peu plus précisément, essayer de combiner toutes ces idées d'échecs, voilà, de combinaisons pour trouver le mat en 2. Et on va revenir sur l'idée qui a été mentionnée déjà, l'idée cavalier F7, parce que c'est vrai que ce coup est tentant, c'est quasiment échec et mat. Le roi est attaqué, il ne peut pas s'enfuir. Malheureusement, ça ne marche pas à cause d'une pièce, à cause de cette tour F8 qui défend la case F7 et qui prendrait le cavalier si jamais il venait en F7. Alors, on va oublier le coup, cavalier F7, mais on va garder l'idée. On va garder l'idée d'essayer de faire cavalier F7 mat, et on va d'abord essayer de dévier cette tour. Voilà. Et une nouvelle fois, le fait de formuler le problème clairement dans sa tête, ça donne quasiment la solution, parce que pour dévier la tour, eh ben, on pense assez rapidement à l'idée, regardez bien, tour G8, sacrifice de tour. Alors l'idée, c'est pas de faire échec et mat avec la tour, l'idée, c'est simplement de forcer les noirs à dévier leur tour F8, de perdre le contrôle de la case F7 pour notre cavalier. Ici, échec au roi, coup forçant. Les noirs n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autre coup légal. Ils doivent prendre la tour G8. Et, alors, certes au prix d'une tour, mais c'est pas grave parce qu'on va réaliser un échec et mat, on a obtenu ce qu'on voulait avec les blancs, la libération de la case F7. Donc, bien entendu, maintenant, deuxième coup, cavalier F7, échec et mat. Le roi est attaqué, il ne peut pas s'enfuir et personne ne peut prendre le cavalier. Voilà, donc ça, c'est grâce à une déviation assez simple, assez directe. Une tour nous embête, je la force à bouger, elle bouge, et je réalise mon idée. Et ça permet donc de faire échec et mat. Voilà. Donc, ce nouveau diagramme que je vous propose, ça illustre toujours le thème de la déviation, mais il est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de pièces sur l'échiquier, donc c'est plus facile de se perdre un petit peu et de ne pas trouver l'idée principale.
Alors, cette position que je vous propose, c'est une position assez connue parce qu'elle est tirée d'une vraie partie. Une partie, bon, un peu ancienne, elle date de 1959, donc plus d'un demi-siècle, mais elle opposait deux des meilleurs joueurs de l'époque, voilà, deux joueurs soviétiques. Un joueur qui s'appelait avec les Blancs Paul Keres, qui était un des tout meilleurs joueurs du monde de l'époque, et avec les Noirs, un joueur arménien qui s'appelait Tigran Petrosian, qui était aussi extrêmement fort et qui est même devenu champion du monde quelques années plus tard, en 1963. Voilà, il a gagné le championnat du monde. Donc c'est vraiment une partie entre l'élite absolue des échecs mondiaux de l'époque. Et le joueur avec les Noirs, Petrosian, va réaliser une très jolie combinaison basée sur le thème de la déviation, une nouvelle. Alors, ici, avant de chercher des coups, comme d'habitude, je vous conseille de regarder la position dans son ensemble, de faire le bilan matériel, positionnel, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on peut déjà s'apercevoir que les Noirs ont une tour de retard. Chaque camp a une dame, un fou blanc, un fou noir, cavalier blanc, cavalier noir, mais les blancs ont deux tours, les noirs n'en ont qu'une. Bon, ils ont un pion pour compenser, mais enfin, un pion ne compense pas une tour. En fait, d'un point de vue purement matériel, les blancs ont un énorme avantage, ils seraient gagnants, toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Bon, pour compenser cette tour, on s'aperçoit assez vite, malgré tout, que les noirs ont réussi à monter une attaque sur le roc des blancs. Pourquoi? Parce que le roi des blancs est un petit peu isolé, surtout ce pion, le pion G3, est très fort, il contrôle des cases importantes autour du roi et il bloque la position. Et puis les noirs surtout ont monté une batterie sur la colonne H, la dame soutenue par la tour, qui peut menacer des échecs, voire pire, sur la colonne. Maintenant, si on cherche précisément des coups, on ne semble pas trouver de faille tout de suite. Il y a un coup qui a l'air totalement évident ici, c'est Damachin. Damachin échec, le roi est attaqué, il ne peut pas s'enfuir, mais les blancs ont une défense, la technique du bouclier. La dame E3 vient s'interposer entre la dame noire et le roi blanc, et en fait, ici, les blancs tiennent. Et si les blancs tiennent, ça veut dire qu'ils ont gagné parce qu'ils auront une tour de plus à la fin. Donc ici, les noirs n'ont pas le choix. Hein. C'est vraiment une situation où soit on gagne tout de suite, soit on a perdu. Parce que là, avec la tour de moins, on va perdre. On peut regarder la suite. Si je décide d'échanger les dames, le roi revient. Il contrôle la case H1 de sorte que la tour ne peut plus descendre sans se faire prendre. Et là, maintenant, les noirs, ils n'ont plus grand-chose. Hein. La tour ne menace rien. Bon, elle peut descendre en H2, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de menace. En plus, leur cavalier est attaqué ici en C5, donc il faut qu'il bouge. Bon, là, on a l'impression que les noirs n'ont rien à montrer pour leur tour de main. Voilà. Donc, on se dit, les noirs sont pas très bien partis. En fait, ils ont un coup tout d'un machin, mais qui marche pas. Alors, une nouvelle fois, on va faire la même chose. On va abandonner le coup d'un machin. Effectivement, ça ne marche pas, mais on va garder l'idée. On va dire, on va essayer de faire marcher cette idée, de descendre une de nos deux pièces lourdes en H1, peu importe, la dame ou la tour, c'est pareil d'ailleurs, mais on va éliminer, on va donc dévier la pièce qui nous embête. Et la pièce qui nous embête ici, eh ben, vous l'avez tous remarqué, c'est la dame. La dame E3 parce que c'est elle qui contrôle la case G1, c'est la seule pièce en fait chez les blancs qui empêche l'échec et mat. Donc on va essayer de la dévier, peu importe le prix, parce que là, c'est échec et mat. Hein. Donc même si on doit sacrifier beaucoup, on va gagner à la fin. Voilà, donc après on réfléchit, quel est le moyen de dévier la dame? Et on s'aperçoit qu'ici, avec les noirs, il y a un coup qui a l'air très tentant, c'est dame prend F4. Alors, une nouvelle fois, c'est tentant, pourquoi? Parce que c'est échec au roi. Comme je vous le dis, le fait de faire des échecs au roi dans une combinaison, c'est toujours bien parce que ça force l'adversaire à répondre. Alors ici, en l'occurrence, je dis ça force pas exactement. Parce qu'il y a plusieurs coups légaux pour les blancs. On va les regarder après si vous voulez. On peut jouer roi G1, on peut jouer roi E1, on peut jouer même fou F3, pourquoi pas. Mais bon, malgré tout, quand on joue dame prend F4 ici, le premier coup qu'il faut regarder quand on a les noirs, parce qu'on sacrifie sa dame, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais si mon adversaire me prend la dame? Hein, malgré tout, c'est la variante principale. Eh bien, si l'adversaire prend la dame, très bien, il va gagner une dame, mais il va surtout dévier sa dame. Et quand il prendra la dame ici en F4, eh bien, la dame E3 ne défendra plus la case G1. Voilà. Donc, s'il prend la dame,
eh ben, les noirs contre ce coup par tour H1, échec et mat. Le roi est attaqué. En réalité, c'est un peu un mat du couloir d'une certaine manière. Il y a deux cases devant le roi qui sont occupées par des pièces blanches, et la troisième, la case F2, elle est contrôlée par le pion. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de mat du couloir. Voilà, un petit peu baroque, mais c'est un mat du couloir. Donc ici, cette déviation, elle marche parfaitement. D'ailleurs, c'est le coup qu'a joué Petit Grand Pétrosian dans cette partie, et son adversaire, Paul Keres, a abandonné tout de suite, parce que bon, il a vu qu'il était mat au prochain coup, et je vous parlais des autres options, les autres options ne sont pas satisfaisantes. Hein. S'il joue quelque chose comme roi disons E1, bon, je pourrais d'ailleurs simplement prendre la dame, et là je pourrais arrêter mon analyse parce que j'ai une position complètement gagnante, mais j'ai même mieux que ça, j'ai même échec et mat tout de suite. Je joue tour H1 échec. Bon, il peut sacrifier son fou, mais ça ne change rien, échec et mat. S'il avait joué roi G1, c'est pareil, mat en deux coups, échec en prenant la dame, il s'en va, et j'ai même un échec et mat ici, voilà, en F2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup légal? Bon, dame F2, je joue pas dame prend F2, échec et mat. Et s'il joue fou F3 pour intercepter, eh ben, je peux simplement prendre la dame, et bon, là, je sais que j'ai gagné en fait. Je menace maintenant un coup toujours tour ici H1, je menace de prendre le fou, bon de toute façon le coup tour H1, il n'y a pas de moyen de le parer. Donc ici les noirs ont gagné. Voilà, grâce à une déviation, alors pareil, elle est assez jolie parce qu'elle implique quand même un sacrifice de dame, c'est toujours assez courageux d'oser faire un sacrifice de dame. Mais ici, il marche parfaitement parce que le prochain coup, c'est échec et mat, grâce à la technique de la déviation. Toujours la même technique. Alors, pour cet exercice suivant, je vais vous montrer une ouverture. Alors, une ouverture, bon, mal jouée du côté noir, mais ça va me permettre d'illustrer aussi toujours le thème de la déviation et vous montrer que ça peut exister aussi au début de partie. C'est pas la peine d'être en fin de partie. Parfois, dès l'ouverture, vous avez ce thème de la déviation qui apparaît. Alors, imaginons que les blancs commencent par le coup classique E2, E4, les noirs répondent E7, E5. Imaginons que les blancs jouent fou C4. Voilà, un coup classique qui peut préparer le coup du berger, le fameux coup du berger avec dame H5 et dame prend F7, mais pas forcément. Ça peut être aussi le début d'une ouverture plus classique avec cavalier F3, cavalier C3. Le coup le plus classique et sans doute le meilleur, en tout cas le plus sûr, le plus solide pour les noirs dans cette position, c'est de jouer cavalier F6. D'une part parce que si les blancs ne tentent pas le coup du berger, cavalier F6 est un coup utile quoi qu'il arrive, ça sort une pièce vers le centre, ça prépare le petit roc, ça met une pression sur le pion E4, bon, on peut peut-être pas le prendre directement, mais enfin, voilà, les blancs vont devoir s'en occuper un jour ou l'autre. En tout cas, c'est un coup très, très utile, et accessoirement, ça empêche le coup du berger. Pourquoi? Parce que la dame blanche n'a plus d'accès au pion F7. Sur dame F3, elle buterait sur le cavalier, et sur dame H5, elle se ferait simplement prendre en main. Voilà. Donc cavalier F6 est sans doute le meilleur coup ici. On va regarder ce qui se passe si les noirs jouent un coup qui n'est pas très bon, s'ils jouent cavalier E7. Voilà, c'est un coup de développement, mais qui est moins bon, on s'en aperçoit tout de suite déjà parce que ça enferme, les noirs auto-enferment leur pièce. Voilà, le fou F8 n'a plus de sortie. Ce qui veut dire que le roc va être plus difficile à réussir. Voilà. Donc, normalement, auto-enfermer ses propres pièces, c'est jamais une bonne idée. Ici, les blancs ont plusieurs manières d'en profiter, mais imaginons qu'ils décident, après tout, d'occuper le centre. Ils disent, le cavalier noir ne met pas de pression sur mon centre, je décide de l'occuper directement. Et si les noirs décident de prendre D4, peut-être c'est ce qu'ils devraient faire d'ailleurs, bon, les blancs peuvent toujours reprendre de la dame. Imaginons ici que les noirs se disent, je vais soutenir mon pion E5, de sorte que quand les blancs prennent en E5, les noirs puissent reprendre en E5 en ayant toujours un centre bloqué avec un pion de chaque côté. Et bien ici, les blancs gagnent la dame. Voilà. Grâce au thème de la déviation, les blancs gagnent la dame. Alors, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un vis-à-vis des deux dames, voilà, sur la colonne D ouverte, et que chacun peut prendre la dame de l'autre. C'est au blanc de jouer, les blancs peuvent très bien prendre la dame des noirs. Alors, ils pourraient le jouer tout de suite d'ailleurs. Dame prend D8, c'est un coup qui donne une bonne position. L'adversaire est obligé de rejouer dame prend D8, roi prend D8. Du coup, il se retrouve déroqué. Hein, vous vous souvenez de cette règle, quand le roi a bougé, même si un jour il revenait à sa case initiale, il ne pourrait plus jamais, de toute la partie, même si la partie dure encore 100 coups, il ne pourrait plus jamais roquer, donc c'est un désavantage, ça enlève une option quand même pour les noirs.
Accessoirement, le pion F7 est en prise, donc je gagne déjà un pion. Donc les blancs ont déjà une très bonne position. Ici, on a joué que quelques coups et les blancs sont déjà bien partis. Malgré tout, il y a beaucoup plus fort. Une nouvelle fois, on s'aperçoit que sur Dame prend D8, les noirs vont jouer Roi prend D8. Donc la pièce qui nous ennuie un petit peu, c'est le roi. C'est le roi parce que c'est lui qui défend sa dame. On peut se demander, est-ce que je n'ai pas un moyen de dévier ce roi E8 pour faire en sorte de prendre la dame en D8 sans me faire reprendre ma propre dame. Voilà, et c'est là qu'apparaît donc dans la combinaison le fou C4, le fou C4 qui, regardez bien, peut aller se sacrifier en F7. Échec au roi. Une nouvelle fois, hein, échec au roi, les noirs n'ont pas le choix, coup forcé, donc plus facile à calculer, les noirs n'ont qu'une seule réponse possible. Bon, ici, les noirs doivent prendre le fou, mais en faisant ça, ils quittent la défense de leur dame, ils s'éloignent de la dame, donc ils gagnent un fou, mais les blancs sont ravis d'avoir sacrifié leur fou parce que ça leur rapporte beaucoup plus. Ça leur rapporte une dame. Voilà, dame prend des 8 et les blancs ont une position certainement gagnante. Ici, ils ont déjà un très gros avantage matériel. Le pion C7 est en prise, le roi noir est déjà dans les cours en l'air. Voilà, si les blancs jouent bien, ils devraient gagner assez rapidement cette partie. Grâce toujours à ce thème de la déviation. Donc là, on a vu, c'était au 4e ou 5e coup, donc très vite dans l'ouverture. C'est le genre de motif tactique qui peut arriver vraiment à tout moment. Donc, pour finir, je voudrais vous proposer un nouvel exercice. Alors, celui-ci est beaucoup plus difficile, je crois. Alors, il est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, il implique une double déviation. Alors, c'est toujours le thème de la déviation, mais celle-là est beaucoup plus complexe. Alors, je vais déjà vous donner l'énoncé du problème et puis on va essayer de réfléchir ensemble à cette position. Donc ici, c'est au noir de jouer. Voilà. Et les noirs gagnent. Alors, ils gagnent en deux coups en réalité. Ils jouent un coup et ça place les blancs dans une situation presque insurmontable. Hein. Soit ils sont échecs et mat au prochain coup, soit ils perdent énormément de matériel. Donc, avant de chercher un coup, parce que le coup est extrêmement paradoxal et en fait, on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le trouver si on n'a pas bien saisi toutes les nuances de la position et notamment les menaces des noirs, les défenses des blancs à ces menaces. Et voilà, c'est dans un troisième temps, on se dit comment annihiler les défenses des blancs. Déjà, on peut faire un petit bilan matériel. On s'aperçoit que les blancs ont une pièce en plus. Ils ont un cavalier de plus, le cavalier B1, voilà, qui n'a pas d'autres cavaliers noirs sur l'échiquier, donc il est en plus. En échange, les noirs ont un pion, voilà, pour qui n'est pas menaçant. Ici, ils ont 3 pions contre 1, mais enfin, les pions ne sont pas avancés, ils ne menacent rien. Par contre, on s'aperçoit qu'ils ont une très grosse activité des pièces pour compenser le cavalier de retard. Toutes leurs pièces sont placées de manière presque idéale en réalité. On voit déjà la batterie terrible, fou dame sur la grande diagonale blanche. On s'aperçoit aussi que les blancs n'ont pas de fou de case blanche, ce qui est très important parce que regardez cette diagonale blanche, si je la poursuis, autour du roi blanc, il y a des cases, la case H1, la case G2, qui sont très sensibles. Alors, pour l'instant, je ne peux pas faire le baiser de la mort parce que la tour, notamment, veille sur la case G2, mais on retient cette idée en tête. Cette batterie est extrêmement puissante. Voilà. La dame est également bien placée. Elle menace aussi de se déplacer latéralement sur la colonne H. Voilà, en H5, ça serait presque échec et mat, mais je dis presque, mais ça serait pas échec et mat réellement parce qu'il y a la dame qui défend. Voilà. Donc pour l'instant, on dirait que cette batterie fou dame est un peu annihilée par la conjonction défensive de la tour qui défend G2 et de la dame qui défend H5. Voilà. Bon, on verra un tout petit peu plus tard ce qu'on peut en faire. On voit aussi que les deux tours sont parfaitement placées sur la tour E, sur la colonne ouverte. Alors pour l'instant, il n'y a pas de cible, mais elle contrôle beaucoup de cases et elle menace peut-être de débarquer dans le camp des blancs. Et la tour D qui est aussi sur une colonne semi-ouverte. Bon, peut-être elle peut imaginer coulisser comme ça, ou ensuite peut-être intervenir d'une manière ou d'une autre dans la table. Par comparaison, les pièces blanches sont très passives. La tour A1, le cavalier B1 n'ont pas bougé son spectateur. Le fou F4, il est développé, mais il tape un peu dans le vide. Hein. Ça, c'est le fait qu'il y ait des fous de couleur opposée. Ça, c'est important quand on attaque, on s'aperçoit. Souvent, c'est quelque chose à savoir que le fou de case noire, alors il est joli, il menace certes le pion C7, bon ça nous est un petit peu égal, hein. On sent que la partie elle va pas se gagner à cause de la présence ou non du pion C7 ici, ça va se gagner soit par une attaque de mat, soit par quelque chose de beaucoup plus direct.
Mais surtout, le fou F4 ne peut absolument rien faire pour défendre les cases blanches autour du roi. Les cases blanches qu'on a vues, la case H5, la case G2, la case H1, peut-être la case F3, peut-être la case E2 avec la tour, tout ce complexe de cases blanches qui est très affaibli autour du roi, et le fou F4 ne participera jamais à la défense de ces cases blanches. Ça, c'est une règle qu'on peut savoir dans les positions d'attaque, c'est-à-dire les positions de milieu de jeu où les dames notamment sont sur l'échiquier. Le fait qu'il y ait des fous de couleur opposée, c'est-à-dire un fou blanc ici de case noire et un fou noir de case blanche, eh ben ça renforce beaucoup l'attaque. Parce qu'en fait, le fou de la défense ne sert à rien. Il ne peut pas défendre contre le fou de l'attaque. Alors, celui qui attaque, normalement, il est avantagé par le fait que les fous soient de couleur opposée. Bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà, c'est bien de connaître cette règle aux échecs. Voilà, et l'autre élément très important dans cette position, évidemment, c'est la sécurité des rois. On voit que le roi noir, pour le moment, il est dans une sécurité parfaite, d'une part parce qu'il a toujours sa barrière de pion d'Europe pour le protéger, et puis d'autre part, surtout parce que personne ne l'attaque. Voilà, totalement en sécurité. En revanche, on ne peut pas en dire autant du roi des Blancs, qui a perdu sa barrière de pion du roc et qui se retrouve dans les courants d'air face à une armée de pièces noires qui est là à la table. Voilà. Donc, quand on a fait ce petit bilan un petit peu, on va essayer d'être plus précis et d'essayer de chercher un coup précisément pour gagner. On a vu les deux coups tentants. On a vu qu'il y a quasiment deux mates en un coup. Dame G2 serait mat en 1 s'il n'y avait pas cette fameuse tour G1. Et Dame H5 serait également mat en un coup, mais ça ne marche pas à cause de la dame. Voilà. Donc en fait, il y a deux pièces qui nous embêtent. On a deux menaces, et chacune de ces menaces est parée par une pièce de l'adversaire. Et bien grâce à un très joli coup ici, les noirs vont forcer une déviation. Ils vont dévier soit la tour, soit la dame, mais en fait, il me suffit de dévier une de ces deux pièces-là pour gagner. Si je réussis à faire bouger la tour G1, eh ben, j'irai faire un mat avec ma dame en G2. Et si je réussis à faire bouger la dame D1, j'irai faire un mat avec ma dame en H5. Voilà. Puisque le fou contrôle toute la diagonale. Vous voyez là l'importance de ce fou B7. Enfin, il ne va pas bouger de la combinaison, mais sans lui, rien ne marche. Voilà. Donc, quand on a vu ça, on se dit, il faut que je déplace soit la dame, soit la tour. La dame et la tour sont alignées sur la première rangée. Ça peut donner l'idée d'un motif tactique. Et effectivement, donc bravo à ceux qui ont eu l'idée parce qu'elle n'est pas facile à voir, mais le coup qui gagne ici, c'est le coup très spectaculaire. Tour noir va de E8 en E1. Sacrifice de tour. Alors, c'est pour ça que je vous disais que ce coup est absolument introuvable si on ne réfléchit pas d'abord précisément à la nature de la position, aux menaces que les noirs font, aux défenses que les blancs opposent à cette menace. Parce que ce coup n'aurait aucun sens. En fait, on place une tour sur un endroit où elle est deux fois en prise. Une fois par la dame, deux fois par la tour. Voilà. Mais si on a compris toutes les explications que je viens de donner, on s'aperçoit que les noirs, justement, ce qu'ils veulent, c'est déplacer soit la dame, soit la tour. Dévier la dame ou la tour. Et ici, les blancs n'ont pas de solution. Ils peuvent abandonner. S'ils prennent la tour, ils sont échec et mat en un coup. Par exemple, sur dame prend tour, la dame a quitté le contrôle de la case H5, donc dame H5 échec et mat, grâce à la puissance du fou. Et dans l'hypothèse où ils auraient pris la tour noire avec leur tour blanche, et bien ce coup-ci, c'est la case G2 qui est abandonnée par la tour, et là, un baiser de la mort très classique. Voilà. Alors on peut se dire peut-être ils peuvent essayer ici de trouver une solution, mais en réalité non, parce que moi j'attaque la dame et j'attaque la tour. Donc si les blancs ne prennent pas la tour, c'est la tour qui prendra une des pièces blanches et menacera mat. Par exemple, si les blancs essayent de sauver leur dame, ils n'ont pas tellement le choix parce qu'ils doivent toujours défendre la case H5. S'ils viennent en E2, ils se font prendre. S'ils viennent en F3, ils se font prendre. S'ils viennent en H5, ils se font prendre. Donc il leur reste que le coup G4. Et ici, bon, il y a plusieurs gains, mais il y a un gain assez joli qui rappelle le mat de l'opéra, le fameux mat de l'opéra. Je fais le sacrifice de dame ici. Dame H1 échec. Alors, coup terrible. L'adversaire est obligé de nous prendre avec sa tour. Et je conclus. Tour prend H1, échec et mat. Bon, ça c'est une solution assez élégante, mais il y en a d'autres. Hein. Je pourrais simplement me contenter de prendre la tour, et puis il ne peut pas me reprendre à cause de dame G2 mat, et s'il ne me reprend pas, moi-même je le matterai au coup d'après en G2 ou en H1. Vous pouvez regarder cette position, il n'y a aucune défense pour les blancs.
Après tour 1, ils peuvent abandonner. Voilà. Aucune pièce ne peut défendre les pièces blanches. Donc voilà, eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce thème tactique de la déviation. Alors, c'est un coup qui, quand il marche, est assez surprenant et souvent permet de gagner des parties parce que l'adversaire ne s'attend pas à subir ce genre de coup. Là, vous voyez que dans cette situation, tour 1 a dû être un choc pour les blancs. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.